Chers apprenants, bonjour. Comme vous l'avez remarqué, le secteur d'apprentissage en ligne est en plein essor, ce qui rend la demande des cours en ligne est très élevée. Ainsi, dans ce cours, j'ai essayé de me concentrer sur la création des vidéos qui servent à mieux faciliter l'apprentissage des techniques de biologie moléculaire et cellulaire moderne. Les PDF relatifs à ce cours seront envoyés à la demande des étudiants. Ainsi, vous trouverez tous les détails et les illustrations de ces techniques. Nous allons nous intéresser aux techniques d'étude des interactions ADN-protéines et des techniques d'étude des interactions protéines-protéines. Le travail est bien sûr loin d'être exhaustif, mais nous essayons de mettre à votre disposition un recueil des méthodes d'étude des interactions entre les biomolécules. Bien sûr, je tiens à signaler qu'en aucun cas ce cours remplacera le cours de l'enseignant. Dans cette démarche, nous allons suivre le plan suivant. Alors, dans un premier temps, nous allons introduire quelques rappels et concepts fondamentaux relatifs aux gènes rapporteurs et ses domaines d'application. Et dans un second temps, donc, nous allons décrire les techniques d'étude des interactions ADN-protéines et protéines-protéines. Ces techniques seront classées en techniques qui permettent de mettre en évidence cette interaction et les techniques qui permettent de caractériser une interaction ADN-protéine ou bien protéine-protéine. Le premier cours sera consacré aux gènes rapporteurs et ses applications. Les gènes rapporteurs sont devenus indispensables dans les études d'expression génique et sont largement utilisés en recherche biomédicale, en pharmaceutique et aussi en biologie moléculaire et cellulaire. Sur cette diapo et la diapo suivante, vous trouverez plus de détails sur les gènes rapporteurs codants pour des protéines à activité enzymatique. La réaction détaillée est illustrée sur la diapo suivante. L'activité enzymatique de la bêta-galactosidase est mesurée avec un substrat qui est le ipsodal. Donc, l'hydrolyse donne un produit coloré bleu. Pour pouvoir métaboliser le ipsodal, la cellule doit être exposée à un inducteur qui est l'isopropyl bêta-D1 thiogalactopyranoside. Ce dernier est proche du lactose. Le gène DUS est un autre gène rapporteur très utilisé en biologie moléculaire et en génie génétique. Son abréviation se réfère au gène de la bêta-glucuronidase. Il provient de Escherichia coli. Le substrat DUS est l'acide 5-bromo-4-chloro-3-indolyl bêta-D-glucuronique. Le clivage de ce dernier sous l'action de l'enzyme DUS produit un précipité bleu qui est insoluble et confère une coloration bleue au milieu. La protéine GFP est un exemple pertinent des protéines fluorescentes, très utilisées en génie génétique et dans les techniques de marquage. Cette protéine possède un groupement chromophore qui est très bien illustré au niveau de la diapo 8. Les variantes de la GFP ont été produites par Génie Génétique et ont trouvé aussi leur domaine d'application. Vous les trouverez en diapo 9. Et les caractéristiques de ces variantes comparées à celles de la GFP sont illustrées au niveau de la diapo 10. Cette figure détaille la formation du chromophore de la GFP. La formation de ce chromophore est un processus spontané qui se produit lors du repliement de la protéine. Comme le montre la figure, le chromophore est formé à partir des résidus sérine 65, tyrosine 66 et la glycine 67. Lorsque la protéine est repliée, une torsion positionne la glycine 67 et la sérine 65, ce qui permet l'addition de l'azote de la glycine 67 sur le carbonyle de la sérine 65. Puis, une déshydratation conduit à la formation de l'imidazolone. En présence de l'oxygène moléculaire, la déshydratation de la liaison alpha-bêta du résidu 66 conduit à la formation du chromophore, conférant ainsi à la GFP ses propriétés de fluorescence.
Il existe différentes variantes de la GFP qui ont été obtenues en modifiant celle-ci par ingénierie génétique. Ces dernières sont très utilisées en génie génétique. Alors, en premier, nous avons la EBFP, qui est une variante de la GFP qui présente une fluorescence bleue, et son variant connu est appelé azurite. La ECFP, elle présente une fluorescence cyan, bleu-vert. Son variant, c'est le cérulean. La EGFP, une variante aussi de la GFP, qui présente une fluorescence d'intensité supérieure à celle de la GFP. La EYFP, une variante de la GFP qui présente une fluorescence jaune. Ces deux variantes connues, c'est Vénus et Cétrine. La luciférase est un autre type de protéine rapportrice. Elle convertit son substrat luciférine en un produit avec émission d'une lumière jaune-verte. Les réactions catalysées par cette dernière et plus de détails sont sur la diapo. Les protéines fluorescentes sont très versatiles et leurs applications sont multiples, en microbiologie, en génie génétique ou en physiologie. À travers des techniques de l'ADN recombinant, le gène de la GFP peut être introduit dans des cellules spécifiques. Dans ce cas, la GFP est utilisée comme sonde permettant l'observation de processus invisibles. Ainsi, plusieurs mécanismes ont été étudiés. Le développement des neurones, la croissance des cellules cancérigènes, le développement de la maladie d'Alzheimer, la croissance des bactéries, la prolifération du virus du sida. De plus, les processus d'infection parasitaire, l'évolution des premières cellules de l'embryon et bien d'autres phénomènes ont été caractérisés grâce aux protéines fluorescentes. On note que les applications les plus courantes concernent l'expression des protéines d'intérêt, leur localisation, leur interaction, les mécanismes du trafic intracellulaire ainsi que la translocation. Les gènes rapporteurs codant une protéine fluorescente ou celui qui code pour la luciférase sont des outils incontournables des techniques d'imagerie en biologie cellulaire. Ils sont très utilisés pour mettre en évidence le comportement des protéines et leur interaction à l'intérieur de la cellule. Les protéines fluorescentes possèdent un chromophore qui leur permet d'absorber et d'émettre un rayonnement qui leur est propre. Quant à la luciférase, c'est une enzyme oxydante qui dégrade la luciférine en oxyluciférine avec production de la lumière impliquée dans la bioluminescence. Le système rapporteur est construit in vitro. Les fragments d'ADN sont découpés par des enzymes de restriction et assemblés par des réactions enzymatiques. Le gène rapporteur introduit dans le plasmide, ce dernier va transfecter des cellules. Alors, un exemple d'un vecteur rapporteur, c'est celui de la luciférase, où un gène d'intérêt est inséré au niveau de ce vecteur et transfecté des cultures cellulaires. La présence du gène d'intérêt est évaluée par la mesure de l'activité de la luciférase. Connaissant les caractéristiques d'un gène rapporteur, ce dernier trouve des applications dans plusieurs domaines. Le gène rapporteur peut être utilisé pour mesurer l'activité d'un promoteur, pour localiser une protéine d'intérêt ou encore pour mesurer les niveaux d'expression d'un gène. En clonage, le gène rapporteur peut être utilisé pour mesurer l'efficacité du gène d'intérêt, dans ce cas la fusion peut être transcriptionnelle, ou encore pour pouvoir localiser la protéine d'intérêt à travers une fusion traductionnelle. Dans cet exemple, une fusion traductionnelle a été réalisée entre le gène de la SCR et la GFP. Dans les cellules, les protéines se localisent de manière précise au sein des différents compartiments cellulaires. Après leur synthèse, les protéines sont dirigées vers la localisation finale par des modifs. La GFP est une petite protéine qui ne possède pas de signal de localisation. Lorsque cette protéine est synthétisée dans une cellule eucaryote par un système à gène rapporteur, elle se répartit uniformément dans le cytoplasme et le noyau. L'observation au microscope à fluorescence d'une cellule qui produit de la GFP permet de mettre en évidence une cellule entièrement fluorescente. Ainsi, la GFP a été utilisée dans un exemple d'application de l'étude du développement végétal en s'intéressant à la protéine ACR, qui est une protéine nécessaire pour la mise en place de l'endothélium dans la racine.
Le système à gène rapporteur permet de produire des protéines de fusion dans laquelle la GFP est associée à la SCR, dont on veut déterminer sa localisation. Si la protéine à étudier contient un signal de localisation cellulaire particulier, la protéine de fusion sera dirigée vers le compartiment correspondant. L'observation au microscope fluorescent a permis la localisation de la SCR au niveau des racines. Le but principal du test du gène rapporteur est d'étudier le promoteur d'un gène d'intérêt. Cela est réalisé en liant le promoteur du gène d'intérêt à un gène rapporteur, tel que le gène de la luciférase. Dans ce cas, le gène de la luciférase est mis sous le contrôle du promoteur du gène de l'amylase. L'amylase se trouve dans le sucre pancréatique et dans la salive. L'amylase pancréatique intervient au niveau du duodénum et poursuit la digestion des sucres complexes, commencés par l'amylase salivaire. Les gènes amniotiques jouent un rôle important dans l'embryogenèse en informant les cellules de leur position et en précisant leur positionnement définitif dans l'embryon. Les gènes rapporteurs ont été utilisés dans l'étude de l'expression des gènes sur des embryons à différents stades. Les informations spatiales et temporelles sont cruciales pour comprendre comment les gènes sont régulés et comment la cellule se différencie en différents types de tissus.